privilège de m'entretenir avec Hélène Le Solaire. Hélène nous raconte son parcours au sein des Forces armées canadiennes, mais surtout la dure réalité lorsqu'on ne fait plus partie de cette grande famille. Laissons-les nous raconter son histoire. Bonjour Hélène Le Solaire. Bonjour. Bienvenue à Sur la ligne de combat. Ça me fait plaisir. C'est vraiment un privilège pour moi de vous accueillir ce matin. Merci. Hélène, j'aimerais d'abord savoir qu'est-ce qui vous a amené à vous enrôler au sein des forces? C'est une question qui est très intéressante parce qu'à cette époque-là, je faisais que des arts à l'école. J'étais une artiste, je faisais du théâtre et tout ça. Et vous aviez quel âge à l'époque? 17 ans. 17 ans. Puis dans mon cours de morale est venu une journée un lieutenant du régiment de Maisonneuve, un beau garçon, je dirais, qui était intéressant à regarder, puis qui a montré des vidéos, tout ça, qui montraient des gros véhicules. Puis là, je me disais, il me semble que je me vois, moi, conduire ça, là, ce gros camion-là. Puis j'ai une de mes amies qui était avec moi, puis on écoutait en fait un peu le speech qu'il nous donnait, puis le fait que c'était à temps partiel et tout ça, puis c'était un beau challenge. Puis là, j'ai regardé mon amie, puis j'ai dit, on s'assied-tu? Puis Go! On a dit go. On s'est enrôlés. En fait, ça a été vraiment bizarre parce que mes parents, personne ne comprenait pourquoi j'allais là, parce que c'était vraiment à l'opposé de ce que je faisais, des arts et tout ça. Puis j'étais très militante à l'époque, défense de droit et tout ça. Puis là, les gens disaient, c'est quoi le rapport? Puis j'ai fait, je sais pas, c'est un défi. C'est comme ça que j'ai joint. Donc, par exemple, vos parents, ça a été, oui, les gens étaient surpris, mais ça a été quoi, par exemple, la réaction de votre mère quand vous êtes parti, là, que vous êtes rentré à l'école des recrues, puis que ciao, bye, là? En fait, c'est ça, mes parents, au début, ils pensaient quasiment que c'était une blague, parce que j'ai dû avoir leur approbation pour rentrer à 17 ans. Puis, ils me disaient, en fait, on pense que tu t'offres pas. Quel défi pour vous? Quel défi! Comme on dit, ça donne de l'essence. Parce qu'à l'époque, justement, c'était pas rare que j'essayais des trucs, puis j'abandonnais parce que je trouvais que ça collait pas à moi et tout ça. Mais là, aux yeux de tout le monde, c'était évident pour eux que ça collerait pas à moi. Mais pourtant, j'ai mis cet uniforme-là, puis c'était comme si, justement, je campais un personnage. C'est comme si c'était ma nouvelle pièce de théâtre, mais qui est une vie, dans le fond. Absolument. Puis j'ai vraiment bien campé mon rôle. Vous avez fait quelques missions. Oui. Comment on se prépare à sa première mission? Tant au plan familial, est-ce que vous aviez un conjoint à l'époque? Oui. Bon, comment on se prépare? Et aussi, là, au plan mental? Bien, la première mission que j'ai faite, en fait, l'appel de la mission m'est venu parce que je travaillais à l'époque au secteur du Québec de la Force terrestre. Puis mon rôle était de préparer administrativement parlant tous les réservistes à se déployer en mission. Puis là, ça faisait comme 5-6 missions que j'envoyais des gens. Puis je me disais, mon Dieu, tu sais, puis là, je revenais, ils me racontaient leurs histoires et tout ça. Puis là, je me disais, bien, coudonc, je pense que je suis rendue là. Je pense que c'est mon tour à faire ma part puis à vouloir être déployée. Puis à cette époque-là, justement, le conjoint que j'avais venait de joindre la force régulière. Puis lui, il était en formation à Borden. Puis j'ai dit, bien, écoute, toi, tu es parti pour X nombre de mois de toute façon. Puis j'ai dit, bien, moi, j'ai le goût. Là, c'est mon tour, je veux le faire moi aussi. Absolument. Puis j'ai été déployée comme ça. Je reviens à vos parents. Quelle a été la réaction de vos parents lorsque vous êtes partis en mission la première fois? Ça a été très difficile pour eux. Ils ne comprenaient pas encore, je pense, l'importance que ça avait pour moi d'être militaire, puis d'être déployé, puis de faire, dans le fond, l'essentiel de notre métier, en Absolument. fait. J'ai quand même eu un bon support de leur côté, je dirais, mais il y avait encore beaucoup d'incompréhension à ma première mission. Je n'avais pas encore d'enfants à cette époque-là. Puis à quelque part, j'étais encore jeune. Puis je pense qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes sur les dangers possibles en mission. Même si je leur expliquais que la première mission que j'ai faite, C'était laquelle, dans le fond, la première mission? Ma première mission, c'était en 95-96. On était, en fait, les premiers bérets verts suite à la dernière mission qu'il y avait eu, Casque bleu en ex-Yougoslavie. On a été la première force de stabilisation, en fait. On est arrivé là comme force d'implantation. Puis ensuite de ça, c'est devenu une force de stabilisation. Parce que le danger était moindre, là, hein, oui, exactement. dans ces années-là. Quand vous êtes arrivé à votre mission, quand vous êtes débarqué de l'avion, est-ce que c'était exactement ce à quoi vous vous étiez préparé? Je pense que je ne m'étais pas faite d'attente. J'avais juste hâte de vivre le vrai de tout ça. C'est vraiment comme si on mettait notre vie à l'arrière sur pause, puis on découvrait une autre vie. Donc, je me suis bien installée rapidement dans tout ça, puis j'étais comme,
je suis à la bonne place, au bon moment, je fais ce que j'ai à faire, puis j'étais heureuse de faire ça. Mais je pense que j'avais pas d'attente, non, c'est ça. Et quand on revient de cette première mission-là, est-ce qu'on est la même Hélène que lorsqu'on est parti? Pour la première mission? J'ai grandi beaucoup au travers de ça, c'est certain. Quoique c'est une mission qui n'a pas eu autant de défis, je dirais, que l'Afghanistan ou d'autres missions. Mais c'est certain que j'ai été transformée parce que là, je me disais, OK, c'est ça le rôle qu'on doit jouer, c'est ça l'importance de ce qu'on fait. C'est pas un militaire n'est pas fait pour être en garnison. Un militaire est fait pour faire un travail à l'extérieur pour soutenir les efforts canadiens. Absolument. Vous parliez tantôt de l'Afghanistan. Vous êtes allé aussi en Afghanistan. Ça a été probablement la mission qui vous a marqué le plus. Oui. Comment on se prépare? Parce que là, c'est en quelle année? En 2007. En 2007. C'était quand même assez... le danger était là, on en parlait beaucoup. Comment on se prépare, encore une fois, tant au plan moral, familial, à cette mission-là? Au départ, l'Afghanistan, en fait, ça faisait 2 ans que je m'entraînais avec mes troupes. Puis au départ, on me dit, Hélène, tu es trop junior dans ton rang pour être déployée. Et vous occupiez quel rang à ce moment-là? J'étais lieutenant. OK. Puis la position qui se déployait avec les troupes, c'était une position de capitaine. Mais moi, je me disais, c'est impossible que j'aille pas là. C'est impossible que quelqu'un prenne mes troupes. Je veux dire, je me les ai appropriées. Ça faisait 2 ans que je m'entraînais avec eux. Tout à fait. Puis là, au début, j'ai comme pas accepté la décision. Je suis rentrée dans le bureau du colonel, moi, puis j'ai tapé avec le poing sur le bureau, puis j'ai dit, il n'y a pas personne qui va partir avec mes troupes à part que moi. Puis là, ça a été un gros travail, parce que je disais, j'ai la capacité, j'ai la connaissance, j'ai tout ce qu'il faut, puis même l'expérience, parce que j'ai été longtemps membre du rang aussi avant d'être officier, pour pouvoir me déployer avec mes troupes. Puis j'ai dit, la seule chose que vous allez faire, c'est me promettre, comment est-ce qu'on appelle ça, nous autres, je vais le dire en anglais, mais c'est acting, dans le fond. Oui, oui. C'est une promotion pour la mission. Partir en mission. Exactement. Absolument. Puis j'ai dit, vous allez me promettre capitaine, puis c'est comme ça que ça va se passer. Ça a eu un drôle d'effet au départ, parce que je veux dire, moi, c'est rare qu'on va aller confronter des commandants pour dire, vous allez faire ça, de ma hauteur et de mon petit grade. Oui, puis j'oserais dire, en tant que femme, est-ce que ça se voyait moins? Parce que pour avoir reçu différentes personnes, différents masculines, puis souvent on l'entendait dans les entrevues, là, j'ai été promue pour partir, on m'a promue, bon. Mais là, une femme, ça devait être quand même assez rare. Oui, sûrement. En fait, je sais parce que les yeux que j'ai eus de surprise, mais comme je disais, j'ai toujours été une militante. Puis là, j'ai milité pour... Absolument. J'ai revendiqué ma place, puis j'ai dit, c'est moi qui vais y aller. Donc ça a été une première préparation. Mais en même temps, la raison pour laquelle j'ai tant défendu cette position-là, c'est que, enfin, j'étais pour vivre le vrai rôle du soldat. Puis ça, pour moi, c'était essentiel. J'aurais jamais pu rester à l'arrière et pas vivre une mission comme ça. Vous aviez l'impression d'abandonner vos troupes si vous les accompagniez pas, là? Oui. Puis en même temps, j'étais très consciente du défi que c'était pour apporter. Puis à mes troupes, j'en parlais tout le temps. Je leur disais, on est 86 présentement, mais on ne reviendra pas 86. Vous êtes-vous sérieuse? Oui. On en parle de ça avant de partir? Moi, j'en ai parlé. Vous en avez parlé? Oui. J'ai dit, regardez-vous présentement, là, qui est à gauche, qui est à droite de vous. Mais j'ai dit, c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'entre nous qui risque de ne pas revenir. Puis ma famille, ça a été quoi la réaction de la troupe? Bien, je pense que c'est cru, mais c'était nécessaire de le dire. Tout à fait. Puis c'est un peu ce que j'ai dit à ma famille aussi. Puis je vais être très honnête en disant ça, encore une fois, j'ai fait mes adieux avant de partir. J'ai été avec ma famille dans un restaurant, j'ai pris le temps de leur dire à quel point je les aimais, puis de leur expliquer que je faisais ce que j'aimais, puis de pardonner le fait que s'il m'arrive quelque chose, c'est parce que j'ai fait ce que moi, j'avais envie de faire. Puis la veille de mon départ, mon petit bonhomme, qui avait 9 ans à l'époque, j'ai une photo encore de ça, puis je l'ai serré dans mes bras, puis j'ai dit, tu sais-tu quoi? J'ai dit, maman, aujourd'hui, elle te dit adieu. Parce que si je reviens pas, je veux que tu saches que je t'aime. Je veux que tu saches que
Je vais toujours t'avoir dans mon cœur. Puis si je reviens pas, c'est parce que je vais être ton ange. Puis ça a été la chose la plus difficile à faire. Mais en même temps, j'avais besoin de faire ça pour être en paix avec moi là-bas, pour faire mon travail. Puis votre petit bonhomme, comment il a pris ça? Très difficilement, c'est certain. Il n'osait plus regarder la télévision parce qu'il avait peur de voir est-ce qu'il arrivait quelque chose à ma maman ou tout ça. C'était encore un sujet un peu tabou entre lui et moi parce que... Parce que là, aujourd'hui, il est quand même adulte, là. Oui, c'est ça, il a 20 ans aujourd'hui. Puis, à chaque fois que je en parlais avec lui, il dit « Je suis pas prêt. Je suis pas prêt encore. » Il faut le respecter. Oui, c'est ça. Donc, je le sais que ça a eu un impact assez impressionnant sur lui, oui, c'est ça. Quand on arrive, là, vous avez préparé vos troupes à partir, vous avez eu le courage de leur dire ce qu'ils devaient savoir. Quand on débarque en Afghanistan, est-ce que c'est vraiment ce à quoi on s'était préparé, puis là, on se regarde, puis on se dit, on reviendra peut-être pas tous? En fait, c'est une réalité qui frappe parce que la journée que je suis arrivée, il y avait eu un incident, il y avait des blessés. Donc, tout de suite, la réalité te rentre dedans. Là. C'est comme, OK, c'est vrai, là, c'est ça. On est à la guerre. Ouais. Quel rôle vous avez joué? En fait, moi, j'occupais plusieurs chapeaux. Comme commandant adjoint, parce que le commandant de la compagnie médicale est un médecin. Donc, le rôle est vraiment au niveau clinique. Donc, tout l'aspect gestion et tout ça revenait à mon rôle à moi, qui était le commandant adjoint de compagnie. Donc, toute je dirais la gestion de toutes les troupes médicales sur le terrain, c'était ma responsabilité. En même temps, de faire la gestion de la clinique qui était disponible pour les Canadiens. En même temps, mon rôle était aussi de faire l'officier de liaison médicale pour le groupement tactique. Donc, je m'occupais de toute la planification des opérations au niveau médical. Puis, je m'occupais aussi de toute la coordination des évacuations du terrain jusqu'à l'hôpital militaire sur la base à Kandahar. Donc, j'étais toujours la première à savoir qu'est-ce qui se passait. Qu'est-ce qui s'était passé? J'avais mon cellulaire, puis dès que le cellulaire sonnait, c'était parce qu'il y avait eu un incident. Que ce soit des Afghans, que ce soit des Canadiens, peu importe. Dès qu'il y avait un incident, j'étais contactée. Donc, ça a été un rôle... difficile? Très difficile, oui. Il est arrivé un incident. Vous avez vécu un incident. Est-ce que vous souhaitez nous en parler? Oui, c'était... en fait, on se préparait à une énorme mission qui impliquait, en fait, quasiment toutes nos équipes sur le terrain. Donc, le commandant du groupement tactique a dit, au lieu de demander au commandant de venir vers nous pour faire la planification, pour faire notre briefing de mission, il dit, on va aller vers l'avant pour rencontrer nos commandants. Puis cette journée-là, en fait, c'était vraiment une journée qui a été longue, fatigante, parce qu'on est parti de bonne heure le matin sur la route. On est arrêté à la première, dans une première base avancée, en fait, dans la base de patrouille Wilson, qui est dans le village de Zari. Puis là, le ministre Bernier, en fait, était venu faire son tour avec ses Joe Louis. Ce qui était très frustrant en même temps, parce que l'espace qu'a occupé les Joe Louis sur le convoi ont empêché d'amener du courrier, a empêché d'amener, dans le fond, du ravitaillement et toutes sortes de choses comme ça. Puis là, c'était toute la question de, on paraît bien, on monte tout ça, puis c'est ça. Donc, on les aime donc, on les aime donc, c'est ça. Puis on leur laissait Joe Louis. Puis après ça, on est transféré justement de l'autre côté de la rivière à Masumgar pour le briefing de la mission. On est reparti de là, il était peut-être 10 heures le soir. Puis moi, je voyageais, étant donné que c'est pas moi qui avais un véhicule et tout ça, on s'entend. Je voyageais avec le véhicule des artilleurs. Puis on était les derniers dans la rame, dans le fond, du convoi. Puis j'étais vraiment fatiguée. Puis je me rappelle, le collègue était assis à côté de moi. On était assis sur une caisse de métal, parce qu'il y avait de la munition, en fait. Puis j'avais dit, écoute, je suis brûlée. J'ai dit, ça te dérange-tu si je m'accote sur toi, tu sais? Fait que là, il dit, ben non, c'est correct. Fait que je m'accote. Je me rappelle, je m'accote comme ça.
Puis là, normalement, je voyageais toujours, je vais le faire le geste, Oui, oui. je voyageais toujours avec mon arme entre les mains comme ça. Puis je m'accotais dessus. Puis là, cette fois-là, j'ai dit, si, mettons, on saute, on passe sur un AED, je vais me péter les dents, je vais me... Il y a quelque chose qui va arriver à mon visage. Fait que là, j'ai dit, je vais mettre mon arme à côté. C'est la première fois que je faisais ça. J'ai mis mon arme à côté, puis là, je me suis accotée sur mon collègue, je me suis endormie. Puis après ça, ce qui m'a réveillée, c'est le souffle de l'explosion. Puis là, j'ai perdu connaissance. Puis quand je me suis réveillée, puis je regarde dans les airs parce que je me rappelle juste qu'est-ce que c'était. On était complètement à l'envers. Le véhicule avait comme implosé. Mais la coque n'a pas craqué. Ça nous a sauvé la vie. OK. Puis là, j'étais à l'envers, puis là, je me réveille, puis c'était tout blanc partout. Personne n'était réveillé. Je me disais, bon, ça y est, le monde sont morts. Puis là, j'entendais crier le commandant du véhicule qui disait, médic, va voir le driver. Puis là, j'essayais de sortir de mon trou, puis là, prendre mon arme. Puis là, le monde commençait à se réveiller, puis là, ça gémissait parce qu'il avait été blessé. Où est-ce que vous avez été blessé? Oui. Oui. Mais je m'en suis rendu compte seulement 2 jours après. OK. J'étais tellement sous l'adrénaline. J'ai sorti par l'écoutille du véhicule. Je suis allée jusqu'au chauffeur pour voir s'il était en vie. Puis j'ai ouvert son écoutille à lui, puis là, il avait le visage plein de sang. Puis il disait, je suis correct, j'ai arrêté le véhicule. J'ai mes jambes. Puis c'est ça, tu sais, que tu veux savoir. Fait que là, on l'a sorti de là. En fait, je l'ai sorti de là. Je l'ai mis avec les autres blessés à l'arrière. Puis là, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on avait été coupé complètement du reste du convoi. On était tout seuls. Puis, c'était nuit, pas de lune. Donc, on voyait rien dehors. Rien du tout. À part que chaque côté de nous autres, il y avait des compounds, puis là, il y avait des centaines de flashlights là, qui clignotaient. On le savait qu'on était observé. Là. Puis là, le commandant du véhicule n'arrêtait pas de dire, on va se faire attaquer, on va se faire attaquer. Puis là, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait, là? On est rendu là. On va se faire attaquer. On va peut-être pas se faire attaquer, mais là, on est à la guerre, puis là, faut... On fait quoi? On fait quoi? J'ai resté à l'extérieur du véhicule pour monter la garde parce que j'avais l'impression que j'étais la seule qui était correcte. J'avais même pas réalisé que j'étais blessée encore. Puis là, j'étais à l'extérieur du véhicule, puis drôlement, Ottawa, on va le dire comme ça, disait que nous autres, le personnel médical, on n'avait pas besoin d'avoir des visions nocturnes pour la nuit parce que c'était pas notre rôle d'être sur le terrain. Donc, moi, je suis là, dehors, j'ai pas de vision nocturne, puis c'est une nuit, pas de lune. Donc, je fais mon possible pour voir qu'est-ce qui se passe autour. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à avoir comme du mouvement. Puis, je me rappelle avoir pris une position de tir. Puis là, c'est vraiment dans ma tête, t'es prête, là. T'es prête à tuer. J'étais prête à mourir, j'étais prête à tuer. Puis j'ai pris tout on va le dire comme on dit dans le militaire, le lousse de ma détente. Puis je visais. Puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est tendu super vite sur moi. Puis j'ai figé. Puis là, c'était un chien. Puis là, j'ai juste fait « Fou! OK. Aïe, aïe. » Si j'avais tiré, qu'est-ce que j'aurais causé? Juste tout commence. Le discours « What if? » Si j'avais fait ça. Si ça avait été quelqu'un, j'aurais été capable. Puis là, je me suis même questionnée énormément. Éventuellement, on a été secourus. On a tous été amenés, dans le fond, on est retournés sur la FOB à Masumgar pour être vus par les médicaux. Puis c'est là que je savais qu'il y a quelque chose qui s'était brisé. Je savais que je ne serais plus la même. Jusqu'à quel point, par exemple, je ne le savais pas encore. Vous êtes revenu, vous le dites, vous étiez déjà sur place, vous saviez que vous n'étiez plus la même. Quand on revient au Québec, comment ça se passe? Quand on revient au Québec, on n'est pas prêt à ça. J'ai perdu deux sous-officiers sous mon commandement là-bas. Est-ce qu'on se sent un peu responsable? Totalement. Totalement. Ça m'a pris 10 ans accepter leur décès. 10 ans. Parce que
tu restes avec la responsabilité en tant que commandant de dire j'ai fait un choix de placer cette personne-là dans cette position-là. J'ai fait un choix. J'ai fait un choix en sachant qu'il y a quelqu'un qui était pour partir. Si j'aurais pu toutes les protéger, je l'aurais fait, mais c'est pas possible. Puis en même temps, c'est ça, il y a pas de, vous ne devez pas là, prendre la responsabilité sur vous. Là. Puis au retour, c'était ça. J'ai pas été capable de confronter les familles. J'ai pas été capable d'être là pour le soutien parce que je n'étais pas capable d'être là pour moi-même. Je suis revenue avec une boule que je n'étais plus capable de faire partir. J'avais de la misère à respirer tout le temps. En fait, tous les symptômes du syndrome post-traumatique ont apparu. Puis, je dirais que quand on revient, on n'est plus prête à ce que c'est la vie normale. Moi, j'avais juste le goût de retourner là-bas parce que je me disais, j'ai pas fini mon travail. Puis, en même temps, je me disais, je cadre plus dans une société normale. Je trouvais que tout était futile. Je me disais, en fait, je comprenais pas qu'on pouvait vivre dans de l'abondance, qu'on pouvait vivre avec des choses autour de nous quand 2 semaines avant, j'étais au combat, puis donc il n'y a plus rien qui faisait du sens. Ma famille en a souffert beaucoup parce que je les éloignais. Pour vous protéger? Je ne sais pas si c'était pour me protéger ou pour les protéger, mais oui, ça a été un retour qui m'a pris vraiment beaucoup d'années à faire. Oui. Puis comment ça a été avec votre fils à votre retour? Comme je dis, on n'a pas été capable nécessairement d'en discuter. Il était très heureux. Écoute, c'était quasiment fusionnel, notre affaire. Mais en même temps, il savait que j'allais pas bien. Il me dit... Tu sais, des fois, il me regardait puis il me disait « Ça va-tu, maman? » Puis je disais « Ben oui, ça va. » Mais il le sentait. Il le sentait. Oui, oui. Vous avez été diagnostiqué avec un choc post-traumatique, Comment on s'en sort? Comment on arrive à passer par-dessus puis à avoir une vie un peu normale? Ça a été un drôle de parcours parce que lorsque je suis revenue d'Afghanistan, premièrement, ce qui a été difficile, c'est que tout de suite, j'ai été enlevée de la proximité de mes troupes. On m'a nommée dans une position plus élevée. J'étais devenue capitaine adjudant de l'unité. Je me suis mis à travailler comme une perdue. Je me suis lancée dans le travail pour essayer de compenser, ou en tout cas. Puis, j'étais censée accompagner le commandant au souper des endeuillés. Puis c'est là que j'ai crashé. Je me suis effondrée dans mon bureau, je pleurais, je tremblais. Il n'y a plus rien qui fonctionnait. Je disais juste, je peux même pas confronter, je peux pas voir les personnes parce que je suis pas prête. Donc là, ça a commencé la descente. J'ai commencé à être suivie. Puis là, je me disais, OK, tu sais, ça fait du sens. Puis là, est venue une possibilité de mutation. J'ai été envoyée comme... en fait, on m'a offert de devenir aide de camp pour la gouverneure générale du Canada, à l'époque, Michaël Jean. Puis, tout de suite, j'ai dit oui. Parce que là, je vais être dans l'action. Puis ma première pensée était, je vais partir de ce qui me fait souffrir. Je vais partir loin de ça. J'étais plus avec les troupes, j'étais plus avec le quartier. Je me disais, si je suis pas là, ça va s'en aller. Puis c'est pas le cas. Donc, après 1 an et quelques mois que je travaillais pour la gouverneure générale, je dirais que j'ai frappé mon mur. J'étais dans une spirale descendante, je buvais, ça avait même plus d'allure. Je pense mes comportements, même au travail, je prenais de l'alcool. Donc, en cachette, bien sûr. Mais même lorsqu'on faisait des visites ou des choses comme ça, le monde me voyait aller. Puis à un moment donné, j'ai été assez honnête parce que j'ai fait une première
je ne veux pas dire tentative, mais j'ai frappé ma première expérience où j'ai voulu mourir, où là, j'avais tous mes médicaments dans ma bouche, puis je faisais que pleurer parce que je me disais, je veux juste arrêter de souffrir. Puis en même temps, la seule image que j'avais dans tout ça, c'était mon garçon. Puis je me disais, qu'est-ce que je lui laisse comme héritage, surtout au niveau psychologique. Puis j'ai pas passé à l'acte, mais c'est là que j'ai dit, j'ai besoin de prendre soin de moi. Puis je suis allée voir la gouverneure générale, puis j'ai dit, ça va pas du tout. Puis elle a été très honnête avec moi en disant, je le sais. Elle dit, je te vois, ça fait longtemps. Puis elle dit, j'attendais que ça vienne de toi. Puis elle dit, parce que tu n'as rien fait de mal en tant que tel. J'ai pas fait d'erreur au travail, des choses comme ça. Mais elle dit, je suis heureuse que tu me le dises. Puis elle dit, j'encourage que tu quittes. Mais tout ça dans le militaire, ça a été mal perçu. Parce qu'on va chercher de l'aide? Oui. Parce qu'on dit qu'on est brisé. On m'a dit carrément, tu étais notre star, tu es rendu notre mouton noir. Incroyable. Parce que j'avais quitté une position de haut profil qui faisait bien paraître la branche médicale. Puis après ça, j'ai été mise sur une tablette. Puis on m'a oubliée. Dans le fond, on voyait l'officier, mais l'humain. Est-ce que c'est fréquent lorsqu'on revient de mission? Oui. C'est-à-dire que les gens, disons, Ottawa, ne voient que le poste occupé, le rang, mais l'humain, si on enlève ça, Oui. on fait une croix là-dessus. Oui. Qu'est-ce que vous avez, quelle démarche avez-vous faite après avoir quitté la lieutenant-générale, la lieutenant-gouverneur? En fait, je me suis rendue en santé mentale. J'ai demandé de l'aide. J'étais déjà suivie parce que lorsque j'avais brisé, quand j'étais à Valcartier, j'avais commencé un suivi psychologique déjà. On commençait à me dire, on voit du syndrome de stress post-traumatique. Puis là, quand je suis retournée pour vraiment encore approfondir qu'est-ce qui se passait, j'ai reçu le diagnostic officiel. Puis je l'ai bien pris, en ce sens que je comprenais mieux maintenant tout ce qui se passait avec moi. Mais en même temps, le psychiatre a vraiment été très clair avec moi en disant, tu le sais, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, je comprends que ça peut mener vers une sortie, mais dans ma tête à moi, je disais, c'est impossible qu'il ne m'accommode pas. Après tout ce que vous avez donné? Oui. Je me disais, je ne sortirai pas. Jusqu'à temps que la vraie décision arrive, puis c'était... Non. Ça, c'est il y a combien d'années? Ça fait 2 ans. Quand même assez récent. Oui, ça fait 2 ans que je suis libérée. Puis dans tout ça, ce qui est très triste en même temps, c'est que mon parcours au travers des services de santé a été difficile. Ils ont perdu ma filière. En tout cas, j'ai dû payer des services de ma poche parce que là, ils disaient, est-ce que tu es suicidaire? Je disais, bien, je ne suis pas suicidaire là parce que je vais consulter. Mais si vous ne me donnez pas mes services, vous allez me ramasser dans une boîte, là, c'est sûr. Donc, mon parcours à moi me disait, on ne peut pas faire vivre ça à du monde, c'est impossible. Puis, je veux dire, j'étais officier, fait que peut-être que j'avais une compréhension, je dirais, peut-être un petit peu plus accrue de comment ça fonctionne, le système, comment naviguer dans tout ça. Mais je pensais aux jeunes soldats, fantassins. Je veux dire, je dénigre pas la personne ou l'individu en me disant qu'il y a moins de connaissances ou quoi que ce soit. Mais pareil, je me disais, tu sais, il y a quelqu'un qui va passer au travers de ça puis qui n'aura pas le même bagage que moi. Donc, j'ai dit, je veux que ça change. Donc là, j'ai dit, ouais, là, moi, je vais devenir une travailleuse sociale dans les forces. Moi, j'ai souffert. Moi, je souffre encore. Mais je le sais que moi, la connaissance, mon expérience professionnelle puis personnelle va être bénéfique pour les autres. Donc, j'ai appliqué pour devenir travailleuse sociale. Ils ont payé ma maîtrise. Puis pendant que j'étais à ma maîtrise, c'est là que j'ai tout reçu ça. C'est terminé. C'est terminé. Là, j'ai fait, ben voyons donc. Vous êtes en train de me payer une maîtrise à l'université. Je vais graduer dans quelques mois. Puis vous me dites que c'est terminé, je ne peux même pas être accommodée pour quoi que ce soit. C'est ça qui s'est passé. Une belle façon de remercier
les gens qui s'impliquent puis qui servent. C'est triste parce que c'est pas parce qu'on a une blessure psychologique ou une blessure physique. En fait, je vais dire plutôt une blessure psychologique parce qu'il y a eu des accommodements pour les blessures physiques. Que la blessure psychologique qui a été causée par ce qu'on a fait comme quand on a fait notre travail de soldat, c'est difficile à accepter de se laisser abandonner comme ça, de se faire abandonner. Tout à fait. Par la famille qu'on a adoptée, par un service qui nous a fait grandir. Pour moi, ça a été ça le pire. C'est le message aussi qui est envoyé. Si on consulte, si on avoue qu'on a besoin d'aide, bien, on est tabletté. Exactement. Donc, puis aujourd'hui, je comprends pourquoi plusieurs personnes ont la crainte d'aller consulter. Parce qu'on ne veut pas voir ça. On ne veut pas arriver là. Puis c'est une sortie qui est vraiment dégradante. On ne reconnaît pas. Au contraire, on sent qu'on sort comme par la porte d'en arrière. Puis à Ottawa, de la façon que ça se passait il y a 2 ans, en fait, quand moi j'ai sorti, puis j'ose espérer qu'ils ont changé les façons de faire. Mais à Ottawa, quand tu fais ta libération, tu rentres dans un gros building avec ta carte d'identité, tout ça, tu vas bien, tu vas faire tes choses. La dernière étape, c'est que tu dois retourner ta carte d'identité. Puis à partir de ce moment-là, tu es escorté dans l'édifice pour aller porter ta dernière feuille. Puis la dame, pauvre dame, je veux dire, c'est pas de sa faute à elle, mais je suis arrivée là, j'ai donné ma feuille, j'étais toute ébranlée, premièrement, d'avoir été escortée. Puis je me disais, ben voyons donc. Tout d'un coup, je suis plus fiable, on peut pas... Je donne ma feuille, signature, elle dit merci. J'ai dit, c'est tout? Elle dit oui. Juste comme ça, là, oui. Je suis partie de là, escortée encore une fois jusqu'à la porte. Puis là, ça a été un déchirement. Là, j'ai pleuré ma vie parce que... Aucun accompagnement à la sortie? Non. J'ai un ami qui est venu avec moi, une chance, parce que lui avait passé par la même situation, puis il a dit, je veux pas que tu ailles tout seul. Parce que je sais que ça va te faire. Et mon Dieu, j'étais déchirée en sortant de là, parce que je me disais, c'est quoi ça? Ma carrière se termine comme ça, escortée vers la sortie, comme si j'étais un déchet, comme si j'ai rien fait. Il y a 3 heures, vous étiez quelqu'un, puis après 3 heures, c'est terminé. C'est ça. Je suis rendue un inconnu, plus d'uniforme, plus d'identité, plus rien. Est-ce que ça a eu un effet de vous replonger, dans le noir, si je peux dire ainsi? Oui. Ou au contraire? Oui. Oui. Les mois qui ont suivi la libération, en fait, ça a été des moments très difficiles. Encore une fois, les idées suicidaires présentes à tous les jours. J'étais perdue. J'étais complètement... C'est qu'il n'y a pas de point de repère, là. Non. Vous êtes ans, personne. Quand tu joins les forces, tu as toujours été dans une structure bien établie, que toutes les choses sont décidées pour toi. Puis là, du jour au lendemain, tu sors, tu n'as plus rien. J'avais aucune idée c'était quoi mes propres besoins, où je m'en allais, quoi faire. Donc, dans ma tête, c'était je ne sers plus à rien. Aussi bien s'en aller. L'estime de soi en prend un coup. Oui. Comment on reprend goût à la vie? J'ai eu 2 opportunités incroyables, puis je pense que si c'était pas de ça, je serais plus ici, ça c'est certain. 6 mois après ma libération, j'avais appliqué pour les Jeux Invictus. Oui. La première année, j'avais pas été sélectionnée. Donc, en 2016, finalement, en novembre, j'ai reçu une lettre que j'avais été sélectionnée pour les Jeux de 2017. Ça a été un premier objectif, je dirais, qui se fixait dans ma vie depuis ma libération. J'avais quelque chose à mettre un petit peu plus loin que mon quotidien, de dire, oups, ben Hélène, tu n'as pas le choix de toffer jusqu'en septembre 2017 parce que c'est là que ça se passe. Donc, on s'accroche. On s'accroche à ça.
Puis en même temps, j'ai été introduite à une dame extraordinaire qui n'a rien à voir avec le militaire, mais qui a décidé de partir une fondation qui vient en aide aux vétérans blessés. Puis, elle me parlait de son projet, puis j'étais là, wow, c'est extraordinaire, tout ça. Puis là, j'essayais de comprendre pourquoi elle me parlait de tout ça. Puis elle a dit, ben écoute, elle dit, notre fondation, ce que je veux mettre sur pied, dans le fond, on serait la petite sœur d'une organisation qui existe en Angleterre. Puis elle dit, à chaque année, ils vont en Suisse pour un défi sportif et tout ça. Puis elle dit, ben j'aimerais ça que tu viennes avec moi en Suisse. Là, dans ma tête, moi, je me disais, ouf, moi, j'ai pas d'argent pour ça, là. Désolée, là. Puis elle dit, j'aimerais ça que tu amènes 2 autres vétérans avec toi. Là, j'étais là, my God, OK, bien évident. Fait que là, elle dit, mais c'est toute la fondation qui va couvrir ça. Fait qu'elle dit, casse-toi pas la tête avec l'argent ou quoi que ce soit. Elle dit, je voudrais juste que tu sois disponible de telle date à telle date, puis trouve 2 autres vétérans blessés qui pourraient bénéficier de tout ça. Fait que ça a été un événement qui a un peu transformé, en fait, qui était très transformateur parce que c'est la première fois que je réalisais qu'il pouvait y avoir du monde en dehors du système militaire qui avait à cœur ma réalité. Tout à fait. Ça a été un choc pour moi de penser qu'une personne civile, parce que dans le militaire, on fait vraiment la différence Absolument. entre les civils et les militaires, de sentir qu'il y avait de la bonté comme ça, puis que le fait que j'étais blessée psychologiquement faisait pas peur, puis qu'il y avait un désir d'approfondir et de soutenir cette cause-là. Donc là, ça a été des expériences qui m'ont sorti de ma zone de confort petit peu à petit peu, puis qui a fait en sorte que je me suis dit, ben je pense que je suis sur la bonne voie, là. Fait que tranquillement, ça a commencé, je continue, mais c'est sûr, je prends mes médicaments, je vais en thérapie, mais tout ça a fait en sorte que j'ai découvert tranquillement, je dirais, qui je suis, parce que j'avais aucune idée qui j'étais, moi, dans mon uniforme. L'uniforme te précède. L'uniforme te donne ton grade, tes médailles, tout te précède. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Mais là, de prendre sa place à 43 ans, dans une vie civile que je ne connais pas, ça a été tout un défi. Est-ce que vous êtes toujours impliqué aux Jeux Invictus? Non. Malheureusement, cette année, je n'ai pas été sélectionnée. L'année prochaine. On verra. C'était dans quelle compétition? En fait, j'ai fait les sprints. C'est drôle parce que j'ai choisi des sports en fonction d'un peu ce que je connaissais. Dans le militaire, on court tout le temps. Donc, je me suis dit, ben, on va y aller avec la course, mais des sprints, j'avais jamais fait ça. Ensuite, j'ai pris l'aviron intérieur, dans le fond, sur la machine. Puis j'ai dit, je vais me sortir de ma zone de confort. Donc, j'ai choisi le rugby en fauteuil roulant. Puis c'est un sport que j'ai découvert qui m'a tellement fait du bien. C'est un sport qui me rappelait beaucoup la vie militaire. Parce que c'est un sport d'équipe. Tout à fait. Tu n'as pas le choix de fonctionner ensemble. Tu n'as pas le choix de te parler. Le fait que c'est un sport de contact, bien, ça me ramenait un peu ça, là, le côté que j'aimais, moi, du militaire, le côté rough, le côté combat. Vous êtes toujours impliqué au sein de la Fondation Soutien aux anciens combattants blessés Canada. Vous êtes d'ailleurs l'ambassadrice. Oui, je suis ambassadrice, mais maintenant, encore mieux que ça, j'ai été nommée lundi directrice générale de la Fondation. Donc, c'est pour moi un très beau défi. Puis aujourd'hui, je suis prête à ça. Je suis rendue là. Je suis stable. Je dirais que la dernière année, l'année 2016-2017, en fait, fin 2016, mais l'année 2017 au complet, a été l'année charnière dans ma vie. Aujourd'hui, ça fait du bien à l'âme, ça. Oui. Puis aujourd'hui, je suis prête à relever ce défi-là pour aider les vétérans qui souffrent, pour aider aussi à sensibiliser les gens sur cette réalité-là. Parce que malheureusement, encore aujourd'hui, quand je me promène puis j'explique, puis on parle de nos histoires, la réaction est toujours la même, c'est « on ne savait pas ». Ouais. Mais moi, je me dis, comment ça se fait que vous ne savez pas? On a passé 10 ans en Afghanistan, ça fait 10 ans maintenant qu'on est revenu, puis que les gens souffrent encore. Donc, pour moi, ça, c'est
c'est un objectif. Quand je disais que quand j'étais jeune, Ouais. je militais, et je vais continuer de militer pour cette cause-là parce qu'on a besoin. On a besoin des sous, on a besoin des personnes qui s'impliquent, on a besoin... Puis l'objectif de notre organisation, c'est justement de fournir un mentor à un vétéran qui a besoin de se retrouver une mission de vie. Tout à fait. Mais ça nous prend des gens qui comprennent ça et qui ont le désir de s'impliquer. Comment les gens qui nous écoutent, là, qu'est-ce qu'ils ont à faire? À quel endroit ils peuvent aller sur Internet pour s'ils veulent s'impliquer ou encore des dons? Oui, on va aller Pour au du financement. www.swvc.ca. Sur notre site, on explique très bien qu'est-ce que c'est le rôle d'un mentor. Les fonds qu'on va accumuler, certains sont 100% retournés aux vétérans, aux activités qu'on essaye de financer pour justement les sortir de l'isolement, les amener dans un espace qui est hors de leur zone de confort. Puis c'est là que la magie s'opère en disant « Oh, je suis encore capable de faire quelque chose. » Les vétérans qu'on a amenés en Suisse pensaient que leur vie était finie. Ouais. Puis de les amener skier dans les Alpes comme ça, puis là, la réaction est tout le temps la même, c'est « Wow! Je pensais plus que j'étais capable de faire des choses comme ça. » Puis c'est là que c'est le temps de les prendre puis de les soutenir. Tout à fait. Justement, si vous aviez un message à lancer à nos vétérans qui nous écoutent, ça serait lequel? Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, puis c'est... Je sais que c'est difficile de sortir de cet isolement-là, parce qu'on vient, on a une espèce de vision tunnel, où, en dehors du militaire, tout ce qui reste, c'est nous, là, à l'instant présent. Mais il y a d'autres choses. Il faut s'ouvrir aux opportunités, il faut oser mettre le nez dehors, il faut oser parler aux gens, il faut oser raconter notre histoire. Raconter notre histoire, ça nous fait du bien à nous, mais ça crée un effet, ça crée un mouvement aussi. Puis je pense que c'est ça, de comprendre qu'on n'est pas seul. En terminant, est-ce qu'Hélène s'est pardonnée? Je me suis pardonnée l'année passée. Je me suis pardonnée en août 2017, quand j'ai enfin pu m'excuser auprès des filles d'un de mes militaires qui est décédé. J'ai pu enfin faire la paix avec ça. Et aujourd'hui, je me suis pardonnée. Hélène Le Solaire, merci beaucoup.